Bonjour, je voudrais remercier l'association de nous avoir proposé de présenter les travaux que l'on réalise dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors vous avez vu 5 magnifiques exposés ou 4 de recherche extrêmement poussées en province. C'est un nom un peu péjoratif, on n'a pas de moyens, pas de gros laboratoires. Donc en fait notre recherche surtout se concentre sur le pratique, c'est-à-dire au vécu des consultations, on essaie de répondre à des questions pour lesquelles on n'avait justement pas de réponse. Alors nous avons terminé cette année différents travaux que je vais passer très rapidement et puis je me concentrerai surtout sur le travail que finance votre association dans le test de radiosensibilité. Voilà, je veux d'abord rendre hommage à Laurence Sion-François, qui est notre neuropédiatre, qui est extrêmement impliquée, qui est très discrète, vous ne le voyez jamais, mais qui vient de terminer une très belle étude en double aveugle, randomisée, contre-contrôle avec croisement de traitement en fonction des résultats, qui montre qu'il y avait une efficacité de la ritaline dans les troubles attentionnels des enfants porteurs de NF1. Et ça, c'était important parce qu'on a quand même une base thérapeutique maintenant confirmée pour à la fois aider ces enfants et à la fois persuader les parents qu'on a un traitement qui peut être intéressant. Elle a aussi montré, c'était un peu plus tôt, que l'IRM cérébral pour dépister les gliomes des voies optiques chez les enfants était inutile en l'absence de point d'appel clinique, ce qui a été après confirmé par une étude multicentrique sur toute la France. Attendez, c'est pas celle-là. Ça, c'est les petits problèmes quand on passe de Mac au PC, et qui a montré que c'était confirmé qu'il ne fallait pas faire d'IRM. Sur le plan des adultes, ce qu'avait dit Pierre, nous avons travaillé sur la détection des neurofibrosarcomes ou des MPNST, savoir comment on pouvait dépister ces tumeurs par les techniques de PET scan. Parce que la technique est connue, on savait que c'était positif, mais on avait un grand flou quant à savoir quand c'était positif, si c'était malin ou bénin. Donc on avait fait un premier travail qui permettait d'avoir un critère de malignité et de bénignité. Alors on avait un critère de bénignité quand c'était un rapport foie-tumeur. Je vous montrais ici, on faisait un rapport ici entre la tumeur et le foie, et quand il était inférieur à 1,5, c'était bénin, mais quand il était supérieur à 1,5, on avait quand même beaucoup de faux positifs. Donc on a terminé le travail cette fois-ci en couplant cette technique avec des microbiopsies, en nous montrant, alors, en gros ça se passe comme ça, c'est-à-dire on repère la tumeur, vous voyez qui est PET scan, et puis vous avez ici l'aiguille qui va être guidée par le scanner sur la zone la plus hyperfixante. Et donc, on a montré qu'on avait quasiment une certitude diagnostique dans 98% des cas. Donc, je crois qu'on a terminé le travail sur les neurofibrosarcomes, c'est-à-dire, en cas de suspicion, faire un PET scan. Et quand le PET scan est supérieur à 1,5, faire des microbiopsies, ce qui permet globalement d'avoir une spécificité proche de 100%. Alors, le travail qu'on vient de terminer aussi, c'était les phéochromocytomes. Ce sont des petites tumeurs parfois un peu volumineuses, qui sont au-dessus des surrénales, qui étaient considérées comme rarement rares dans la NF1, entre 0,1 et 1%, et que l'on ne détectait qu'on dépistait que s'il y avait des signes cliniques, notamment hypertension artérielle, malaise et poussée d'hypotension. Or, on s'est aperçu par l'expérience que certains patients ont découvert ces tumeurs alors qu'ils n'avaient aucun symptôme. Donc on a fait une étude prospective initialement sur Lyon, sur plus de presque 200 patients, qui montrent qu'en fait cette tumeur est fréquente parce qu'elle est présente dans plus de 7% des patients, que dans 80% des cas elle est asymptomatique et dans 50% des cas en plus elle ne sécrète pas d'hormones. Et parallèlement, cette donnée est importante parce que souvent ces phéochromocytomes peuvent avoir des complications à long terme, notamment peuvent se transformer en tumeurs malignes dans 20% des cas. Voilà, donc maintenant on prolonge cette étude en la faisant multicentrique et les centres de Toulouse, Montpellier, Nice et Brest sont associés à notre travail et on commence à peu près à retrouver le même pourcentage et c'est quelque chose qui sera présenté à Padoue. Alors je reviens maintenant sur le projet RACAM, on s'est presque donné la main avec Orléans puisqu'il parlait de la licorne et moi de RACAM. C'est en fait l'étude de la radiosensibilité
des patients porteurs de NF1. Alors, ce travail a été initié parce que je travaillais avec Nicolas Fauré, qui est de l'INSERM, qui est extrêmement connu dans la radiobiologie, sur les cancers du sein et les irradiations. Il y avait beaucoup d'effets secondaires quand on irradiait la peau, surtout des femmes. On avait des gens qui faisaient des radiodermites sévères, et puis il y en a qui n'en faisaient pas du tout. Et on se demandait qu'est-ce qui se passait. Donc Nicolas Fauré a monté pendant des années toute une méthodologie qui a permis de montrer que dans certains cas, la peau était radiosensible. Je vous expliquerai plus précisément ce que c'est. Et à l'occasion de ce travail, alors qu'on discutait avec lui sur son travail, sur comment il allait faire ses présentations, je me suis aperçu qu'il avait travaillé sur 3 lignées de cellules fibroblastiques venant de patients porteurs de neurofibromatose. Et ces 3 lignées avaient une radiosensibilité. Donc, parallèlement, il y a une équipe qui me téléphone, je crois de Dijon, me demande est-ce qu'on peut faire de la radiothérapie chez une dame qui a une NF1, un cancer du sein. Initialement, j'avais dit oui, je ne vois pas pourquoi. Et puis en fait, la question m'est revenue. Et donc, on a décidé avec Nicolas Fauré et Stéphane Pinson de commencer un travail. On a proposé ce travail à l'association qui nous a financé le projet. Alors voilà le travail qui a été d'abord publié par Nicolas Fauré. Vous voyez, il y avait beaucoup de collaborateurs. Et voilà le but que l'on s'était fixé. C'est d'abord, est-ce que la radiothérapie au cours d'un NF1 peut conduire à des réactions tissulaires indésirables? C'est-à-dire si on doit faire la radiothérapie, est-ce qu'on peut avoir plus de risques d'avoir des effets secondaires graves? Est-ce que l'application des examens radiodiagnostiques répétés, c'est le fait de répéter des scanners, des radios, peut contribuer à l'augmentation de risque de cancer qu'on appelle radio-induit? Vous savez qu'on fait des radiorépétitions chez les gens sensibles, parfois on peut déclencher à long terme certains cancers. Et est-ce que ça peut favoriser aussi la transformation de cellules qui jusque-là étaient bénignes? Alors pour vous expliquer plus clairement, je vais essayer d'être là. Là, vous êtes dans un noyau, et là, vous avez 2 molécules, je ne dirai pas les noms, qui sont des molécules de réparation. Il y en a une qui fait de la suture, de la couture, lorsque l'ADN est abîmé, et puis une qui fait de la recombinaison, c'est-à-dire qui va réparer l'ADN. Et normalement, lorsque vous avez un phénomène d'irradiation qui va abîmer la molécule, ces 2 molécules se mettent en marche. Et quand elles fonctionnent bien, on a une suture qui se fait bien, une recombinaison aussi, et ce qui fait que le génome qui avait été abîmé redevient normal, donc il n'est pas instable, et on appelle ça une radiorésistance. Lorsqu'on a un dysfonctionnement de ces cellules, on a à ce moment-là une suture qui se fait mal, une recombinaison qui se fait mais qui n'est pas toujours très performante, et à ce moment-là on a une ADN qui s'est modifiée, qui est instable, et qui peut évoluer vers des cellules plus agressives. Alors, ça, ce sont des mécanismes qu'on connaissait bien, et dans certaines pathologies, on a une anomalie de fonctionnement qu'on connaît. Mais dans la neurofibromatose de type 1, ça fonctionne très bien. Donc, si on doit chercher, ce n'est pas de ce côté-là. Et Nicolas Fauré a mis en évidence une molécule qu'on connaissait bien, qui est la molécule de l'ATM, l'ataxie-télangiectasie, qui est une molécule qui est dans le cytoplasme, et lorsqu'il va y avoir un phénomène d'irradiation, elle va se scinder en 2, pénétrer dans la cellule et stimuler, vous voyez ici, ces 2 petites molécules qui vont réparer l'ADN. Alors, comme ça, il a déterminé 3 groupes. Le groupe 1, ce sont des gens qui sont capables de se réparer tout seuls. C'est-à-dire qu'on a une irradiation, cette fameuse molécule qui est un dimère se scinde en 2. Comme elle est plus petite, elle pénètre dans le noyau. Et ça, c'est le travail qu'il a réussi à montrer avant de faire tous ces travaux de recherche complémentaires. Et à partir de là, ils vont réparer l'ADN. Il y a le groupe 3, qu'on appelle le groupe de l'ataxie-télangiectasie, qui est une maladie hyper radiosensible. C'est-à-dire que là, vous avez une dimère d'ADN, il y a une stimulation, il se met bien en monomère, il pénètre la cellule, mais il est totalement inactif, donc il n'y a pas de réparation. Et là, la dangerosité est considérable pour ces patients atteints de cette mutation. Heureusement, c'est exceptionnel, mais ce sont des jeunes patients qui peuvent mourir d'une radiothérapie. Alors, comme ça, il a déterminé une forme de radiorésistance, le groupe 1, une forme de gens non viables, c'est-à-dire l'ataxie-télangiectasie, et puis au milieu, on s'est aperçu qu'il y avait un gradient de radiosensibilité, soit des gens qui étaient hyper radiosensibles, alors vous avez ici le xéroderma pigmentosum, l'ataxie-télangiectasie, soit des gens qui avaient une radiosensibilité modérée. Et globalement, dans une population à peu près normale,
il y a 20% de gens qui ont probablement une radiosensibilité, ce qui expliquait pourquoi on constatait, nous, des accidents de radiodermite aigus chez des gens qui, normalement, n'auraient pas dû en faire. Et puis, la deuxième chose qu'il a montré, c'est qu'en cas de cancer, il y avait des gens, bon, non viables, on ne discutait pas, mais il y avait des gens qui avaient un faible risque de cancer lorsqu'ils étaient irradiés, et il y en a d'autres qui avaient ce risque de cancer élevé. Vous voyez que là, il n'y avait pas de gradation de sensibilité, c'était tout ou rien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le groupe 2, dans ces champs qui sont un peu sensibles, intermédiaires? Il se passe que le dédimère est à peu près normal, donc il se scinde, mais on a des molécules qui viennent se mettre dans l'espace libéré par le dédimère et qui vont empêcher la pénétration de l'ATM, dont la réparation. Et il y a sûrement plusieurs molécules qui rentrent dedans, et notamment se pose la question de la neurofibromine pour savoir si cette protéine ne va pas bloquer l'ATM et réduire la question de radiosensibilité. Alors, c'est un travail de recherche qui aurait pu être fondamental. On disait, ben oui, on sait, on a compris. L'avantage aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a un traitement. C'est-à-dire qu'en ajoutant des statines et aussi des biphosphonates, on s'aperçoit qu'on arrive à séparer et à empêcher cette protéine X et peut-être la neurofibromine de se coller à l'ATM, et donc ça permet à l'ATM de se réparer. Alors, voilà ici le protocole, c'est simple. En gros, on fait une biopsie cutanée, on prend un morceau de peau, on fait une culture de fibroblastes, on fait une irradiation, et puis ils regardent les capacités de réparation de la cellule. Ils ont marqué la molécule ATM comme vous avez montré avec des cellules rouges, et dès que ça rentre dans le noyau, ça veut dire que la pénétration a été bonne et la réparation pourra se faire. Et voyez ici, alors c'est une courbe qui montre ici une réparation, une irradiation. Alors là, il y a les 3 molécules dont je vous ai parlé, il y a la molécule ATM et les 2 autres molécules intracellulaires. Vous voyez que sous statine, leur taux va baisser rapidement après l'irradiation. C'est-à-dire que si leur taux baisse, il y a une consommation et il y a une activation. Elle montre que la statine permet considérablement de réduire les risques de ne pas réparer les noyaux. Donc, ce travail que l'on a commencé à mener, puisque là on y va doucement, c'est un travail qui va être sur 18 mois, on pense inclure, on va inclure 30-35 patients. On en a déjà fait 3. Je pense qu'en fait, de manière à ne pas saturer le laboratoire, on autorise qu'à en faire 3 à 4 par mois. Va nous permettre de répondre à cette question. Est-ce que les patients atteints de NF1 sont radiosensibles? Et là, on ne le sait pas pour le moment. Je crois qu'il ne faut pas vous considérer comme radiosensible. On ne sait pas du tout. Mais c'est quand même la question qu'on soulève à cause de ces trois lignées. Deuxièmement, on va faire aussi un travail de relation phénotype-génotype. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en réserve du sang pour essayer de voir si les gens qui sont radiosensibles ont un génotype particulier. Et puis surtout, si on trouve qu'il y a une radiosensibilité, ça nous permettra de faire de la prévention. C'est-à-dire que lorsque les gens auront besoin d'une radiothérapie, et notamment patient atteint d'un NF1 peut avoir un cancer du sein comme toute femme, à ce moment-là, on sait qu'elle a un risque plus important d'avoir des complications. Donc à ce moment-là, on pourrait mettre en place ce traitement par les statines. Voilà. Et puis, on va faire un deuxième travail de recherche qui va être un tout petit peu plus long. C'est savoir, dans le cadre du projet ZOPRA, c'est-à-dire rechercher pour voir s'il y a un risque accru de cancer lorsqu'on a une radiosensibilité. Donc je remercie infiniment l'association puisque vous financez quasiment intégralement ce travail à la hauteur de 100 000 €. Et j'espère que nous serons l'année prochaine à même de vous apporter déjà des réponses concrètes. Merci. Merci de nous avoir proposé de vous présenter ce projet. Donc, vous m'entendez là? Oui. Donc moi, je m'appelle Witat Zéou, je suis dermatologue donc à Mont-d'Or, à Créteil. Et donc, je vais vous présenter ce projet Imagen NF1. Donc, brièvement, donc, les tumeurs malignes des gaines nerveuses, on en a un peu parlé sur les précédents exposés. Donc, ce sont des tumeurs malignes, donc cancéreuses, dérivées des gaines nerveuses, qui sont observés chez les patients qui ont une neurofibromatose 1 avec un risque au cours de la vie qui est estimé autour de 10%.
Des travaux précédents ont déterminé un phénotype clinique à risque de développer ces tumeurs-ci. Et donc sur le réseau NF France, on a environ entre 25 et 50 patients qui présentent un sarcome incident par an. Donc ces tumeurs malignes des gaines nerveuses, elles sont chez les patients NF1 le résultat de la transformation d'un neurofibrome sous-cutané ou profond en tumeur maligne des gaines nerveuses. Et donc ce diagnostic est suspecté chez un patient qui a des tumeurs connues devant soit l'augmentation rapide de taille d'une tumeur, soit l'apparition d'un déficit ou soit l'apparition d'une douleur. Et donc en fait, on a mis en évidence un continuum histologique, c'est-à-dire que sur la même pièce opératoire, on peut voir à la fois une partie bénigne de la tumeur et puis une partie qui commence à se transformer et puis la partie sarcomateuse à proprement parler. Donc l'objectif de ce travail-là, c'est d'évaluer un outil de diagnostic précoce de ces tumeurs, enfin des tumeurs agressives, et je reviendrai un peu sur ce terme, au cours de la neurofibromatose 1, par l'imagerie combinée à la fois par le PET scan et par l'IRM corps entier. Et donc ce projet est tourné particulièrement chez ces patients qui ont un phénotype à risque de développer des tumeurs malignes. Donc l'objectif, c'est d'identifier des caractéristiques fonctionnelles et métaboliques d'imagerie de ces tumeurs agressives et de les détecter donc par soit le PET scan, qui est un examen combiné d'un scanner et d'une scintigraphie un peu particulière et d'une IRM corps entier, de façon précoce chez des patients dont on a des arguments pour penser qu'ils vont présenter des complications à type de sarcome au cours de leur vie. Et donc le critère de jugement principal de cette étude, c'est d'identifier ces paramètres radiologiques métaboliques qui sont associés à des tumeurs agressives, donc que ce soit des tumeurs malignes à type de sarcome de bas grade, de grade intermédiaire ou de haut grade, ou des tumeurs agressives qui sont un terme un peu entre guillemets nouveau, à savoir jusque-là on parle de neurofibrome ou de sarcome, et l'objectif de notre travail c'est d'identifier des tumeurs qui sont en train de se transformer et qui sont à risque de devenir des sarcomes, donc des tumeurs de bas grade ou des tumeurs dysplasiques. Et donc d'identifier ces tumeurs-là par les caractéristiques métaboliques et radiologiques. Et donc l'objectif, cette étude est en pratique une tumeur qui est un essai qui est une étude cas témoin, avec un recrutement prospectif, c'est-à-dire qu'on inclut les patients dans cette étude et on leur fait systématiquement une évaluation clinique, un PET scan, une IRM, et puis systématiquement une biopsie sur des critères qui sont assez larges, qui ne sont pas les critères qu'on utilise actuellement, mais peut-être pour dire peut-être que dans la vie actuelle, on rate certaines tumeurs qu'il faudrait traiter de façon plus agressive, soit parce qu'elles sont symptomatiques, soit parce qu'elles sont évolutives sur les différents examens, soit parce qu'elles ont des caractéristiques IRM ou PET scan associées à la transformation, et ça je vais y revenir un peu plus loin, je vais m'attarder sur ce point-là, et à défaut d'avoir ces signes-là, la tumeur qui semble être la plus à risque. Donc ces patients feraient l'objet d'un suivi selon les mêmes modalités, un PET scan, une IRM systématique et une évaluation clinique, avec des nouvelles biopsies. Et ensuite, l'interprétation des différents examens d'imagerie et les bilans biologiques serait fait de façon en aveugle du phénotype clinique et du phénotype histologique pour permettre de déterminer les facteurs associés. Et en cas de confirmation de diagnostic d'une tumeur agressive, une prise en charge, ça c'est un second temps de l'étude. Je vais peut-être pas insister sur l'analyse statistique, je vais surtout insister sur un travail préliminaire qui a été fait donc à Mondor en amont de cette étude que je viens de vous présenter un peu brièvement. On a fait un travail à Mondor rétrospectif, c'est-à-dire sur des patients déjà pris en charge sur le site et qui avaient eu déjà des PET scanners pour différentes indications. Donc il y a 49 patients qui ont été inclus dans cette étude et ces patients avaient eu au cours de leur suivi un PET scan réalisé pour des symptômes, soit une douleur brutale ou une aggravation rapide d'une douleur préexistante, soit l'apparition d'un déficit neurologique sur un membre notamment, soit l'augmentation de volume d'une tumeur qu'on connaissait. Les patients qui avaient eu des PET scans ont eu ensuite soit des biopsies, soit des exérèses de ces tumeurs. Et donc, en fait, je vous ai présenté là la répartition des diagnostics. Donc, en fait, il y a une partie... Je ne sais
pas de flèche, si j'ai une flèche. Il y a une partie non négligeable, un tiers des patients qui avaient effectivement un sarcome, donc une tumeur maligne des gaines nerveuses. Environ un bon tiers de patients qui avaient des neurofibromes strictement bénins, au moins sur les biopsies. Une petite partie des patients qui avaient des neurofibromes dysplasiques et une partie pour lesquels on n'avait pas de d'histologie, qui n'ont ni biopsie ni exérèse, mais pour qui le recul a permis de dire que les tumeurs étaient bénignes. Et donc cette étude nous a permis de définir des valeurs pour la détection des sarcomes, c'est-à-dire des valeurs limites, entre guillemets, pour la détection des sarcomes. Donc, Monsieur Colmal vous a déjà parlé du rapport tumeur sur foie qui a été confirmé dans cette étude-ci. L'ASUVMAX, donc c'est le marqueur qui est le plus fréquemment utilisé en routine, qui était associé à des tumeurs malignes des gaines nerveuses quand il était supérieur à 4,5, et d'autres marqueurs qui sont des marqueurs qui ne sont pas utilisés en routine, qui ont été mis en évidence dans cette étude comme étant pour certains associés à la transformation sarcomateuse. Pour ce qui est du pronostic, donc je vous ai parlé des marqueurs associés au diagnostic. Pour ce qui est du pronostic, il y a un de ces marqueurs qui est ressorti comme étant très associé au pronostic des patients et notamment à la survie. Et donc là, cette courbe, elle est là pour illustrer le fait que chez les patients, quand on a la glycolyse totale des lésions avec une valeur cut-off entre guillemets à 377, il y a les patients qui ont une valeur inférieure, qui ont une survie globale qui est bonne, et puis les patients qui ont une valeur supérieure à 377 qui ont une survie qui est très altérée et qui est associée donc avec ce marqueur-là. Et donc, pour conclure un peu rapidement, alors les mesures qui ont pu être faites lors de cette étude permettent d'identifier, d'être des marqueurs supplémentaires. On en connaissait déjà des marqueurs de transformation sarcomateuse. Ce sont des marqueurs supplémentaires pour certains qui étaient déjà étudiés, qui permettent donc de mettre en évidence une transformation sarcomateuse et puis d'être un peu agressif, entre guillemets, sur la prise en charge de ces lésions-là. Certaines, et notamment le TLG, ont un intérêt pronostique, c'est-à-dire que c'est associé à des patients qui vont avoir une évolution défavorable de leur maladie. Et dans cette étude, on a quand même également utilisé des valeurs qui sont des valeurs conventionnelles, qui sont utilisées en routine. Et donc cette étude confirme des résultats qui avaient été précédemment montrés, que ces marqueurs, ces mesures conventionnelles ont un intérêt pronostique, ont également une valeur pour déterminer la suite des choses pour les patients. Et donc cette étude permet de nous donner un élément supplémentaire dans la conception de notre étude Imagine NF1, à savoir que ça permet d'identifier les tumeurs agressives. Et alors je rebondis sur ce que M. Colmal a évoqué tout à l'heure, à savoir une étude qui a été donc effectivement menée par nos collègues lyonnais, qui est que ce PET scan a un intérêt donc à la fois pour identifier des tumeurs agressives qui, dans une situation standard, ne ferait pas forcément l'objet d'une biopsie ou d'une prise en charge chirurgicale agressive, mais permet également de guider la biopsie, parce qu'on sait qu'on a parfois des faux négatifs sur les biopsies, les biopsies entre guillemets pas à l'aveugle, mais seulement sur l'imagerie conventionnelle. Donc cette étude qui a été faite par nos collègues lyonnais nous permet de donner des arguments supplémentaires sur l'intérêt de coupler les examens pour orienter nos biopsies des lésions. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Bonsoir à tous. Je voulais vous remercier de nous avoir invités et je vais vous présenter un projet qui a été financé en partie par l'association de patients qui est basé sur des travaux sur la clinique des patients et des patientes NF1, travaux menés par le professeur Wolkenstein et son équipe. Et donc c'est au nom du service de dermatologie que je vous présente ces travaux. On les avait intitulés lors du dépôt du projet Neurofibromatose, hormones et phénotypes. La partie que je vous présente là, c'est les femmes NF1.
Donc ce qu'on connaît de la neurofibromatose, c'est que l'expression clinique varie avec l'âge, qu'il y a une augmentation du nombre de lésions cutanées et sous-cutanées avec l'âge, la puberté, la grossesse, et qu'il y a eu d'anciens travaux qui ont identifié en fait des récepteurs hormonaux sur justement les neurofibromes cutanés et plexiformes. Qu'il y a d'autres travaux qui ont démontré aussi un rôle in vitro en fait des hormones sur la croissance des cellules de Schwann et leur transformation en neurofibromes. Et une des questions que nous nous sommes posées, nous, en tant que médecins et dermatologues, c'était de savoir si finalement les hormones pouvaient avoir un rôle sur le phénotype des patients, et notamment, surtout dans un contexte où elles pouvaient être données sous la forme de contraception ou de traitement stimulatoire. Donc la question s'est vraiment orientée sur les femmes NF1 parce qu'il était déjà connu qu'elles avaient une incidence plus élevée de faire un cancer du sein que les autres femmes, que cette incidence était augmentée chez des femmes d'âge plus jeune, que lorsque nous avions fait des travaux sur notamment la mortalité dans notre centre de référence, parmi les patients qui étaient décédés, il y avait une plus forte proportion de femmes et qu'il y avait une surmortalité exprimée en comparaison avec une population du même âge entre 20 et 40 ans. Puis il y avait aussi une littérature plutôt constituée de cas rapportés, de complications obstétricales, et donc il nous a semblé important d'essayer de comprendre l'influence éventuellement des hormones sur le phénotype, notamment NF1 chez les femmes. Alors, je vous présente deux résultats, deux études. La première, dont l'objectif était d'étudier l'influence du sexe, donc masculin ou féminin, sur le phénotype. La deuxième, c'était d'étudier les complications liées aux grossesses. Donc, il faut savoir que nous, on était dans une étude phénotypique. On n'avait pas donc de mesures dans le temps temporel, notamment des expressions hormonales. Et donc, nous avons souhaité évaluer cette influence en fait des hormones sur le phénotype, donc l'expression clinique de la neurofibromatose, alors que nous n'avions pas d'instrument autre que la clinique. Donc, on a utilisé la grossesse comme un facteur intermédiaire d'une stimulation hormonale, puisqu'on sait que les femmes en phase de grossesse ont une stimulation hormonale par rapport aux femmes qui ne sont pas prégnantes. Donc cela nous a permis d'évaluer l'influence du sexe, masculin ou féminin, sur la grossesse et sur le phénotype des patients NF1. Cette étude-là, nous l'avons fait grâce à la base de données qui avait été financée par le PHRC 2002. Dans un deuxième temps, et à peu près parallèlement, nous avons réalisé, donc, grâce aux patients que nous recevons dans le centre de référence, une étude transversale qui a visé à évaluer finalement la grossesse chez les patientes NF1. Et ça, nous avons inclus pour cette étude des patientes de plus de 18 ans, donc pubères, chez qui nous avons posé des questions sur leur grossesse et non-grossesse, puisqu'il y avait des patients aussi en âge de procréer, mais qui n'avaient pas été encore mères. Première étude, influence du sexe sur la NF1. Nous avons donc, les travaux précédents avaient déterminé tous les signes cliniques, le phénotype des patients avec une neurofibromatose, et nous avons donc comparé les caractéristiques cliniques des patients NF1 masculins, des patients féminins sans enfants et des patients NF1 femmes avec des enfants. Notre groupe de référence ayant été les femmes sans enfants. Donc, cette population du PHRC 2002 incluait 1083 patients. Vous aviez donc plus de 800 patients qui avaient plus de 15 ans. Dans la population de notre étude, donc l'âge moyen était de 36 ans, et nous avions donc une répartition égale entre hommes et femmes, 189 femmes sans enfants et 191 qui avaient au moins 2 enfants. Alors, le nombre de neurofibromes subcutanés, on les a comparés, je vous ai dit, on a pris comme population de référence la population des femmes sans enfants, puisqu'on a considéré que c'était celles qui n'avaient pas été stimulées hormonalement par les grossesses. Et donc on a comparé les hommes aux femmes sans enfants, et il y avait donc chez les hommes de moins de 20 ans, et chez les hommes aussi entre 20 et 30 ans, un risque plus élevé d'avoir plus de 10 neurofibromes sous-cutanés. Comme vous savez, les neurofibromes sous-cutanés ont été associés notamment à un phénotype plus sévère. Ce sont des travaux précédents publiés par Pierre. Donc, on a déterminé avec ce premier résultat que le nombre de neurofibromes sous-cutanés était en rapport au sexe. Et lorsqu'on faisait la comparaison des femmes
avec enfants, en comparaison avec les femmes sans enfants, on voyait que ce risque aussi était plus élevé chez les femmes avec enfants d'avoir plus de dineurofibrome sous-cutané qu'il ne l'était chez les femmes sans enfants. Nous avons ensuite essayé de stratifier les résultats en fonction de l'âge, et cela nous a confirmé que les femmes avec enfants et les hommes avaient significativement plus de risques d'avoir plus de dineurofibrome sous-cutané que celles sans enfants dans les populations d'âge 20-30 ans et moins de 20 ans. On a voulu ensuite évaluer s'il y avait un rapport entre le nombre de neurofibromes sous-cutanés et le nombre de grossesses. L'hypothèse étant que plus on a de grossesses, plus on est stimulé hormonalement, donc potentiellement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plus de neurofibromes si cela est exact. Et nous avons donc mis en évidence que les femmes qui avaient au moins 2 enfants, avaient significativement plus de risques d'avoir plus de dineurofibrome sous-cutané que les femmes avec un enfant, et enfin plus que les femmes sans enfants. Donc il y a comme un effet dose, si je puis me permettre, du nombre d'enfants sur le nombre de neurofibromes sous-cutanés exprimés par les femmes. Donc, et nous n'avions pas de différence en fait observée sur le nombre de neurofibromes cutanés, donc ceux que l'on voit le plus, qu'on voit sur le plan cutané pur. Donc ce qu'on a pu en tirer, c'était que pour l'homme, le phénotype d'avoir des neurofibromes sous-cutanés, en tout cas plus de 10, donc le phénotype dit à risque, était superposable chez les hommes et chez les femmes avec enfants. Probablement, hypothèse on va dire, sur peut-être l'augmentation du nombre de testostérone pendant l'adolescence et au cours des grossesses. Pour la femme, nous avons trouvé qu'il y avait un nombre de neurofibromes sous-cutanés chez les femmes qui avaient eu des enfants et qu'il y avait un effet dose avec le nombre de grossesses. Donc plus on avait eu de grossesses, plus on avait de neurofibromes sous-cutanés. Dans un deuxième temps, ou plutôt je vous disais parallèlement, on a fait une autre étude qui s'intéressait plus à la NF1 et la grossesse. Et donc on a étudié plus spécifiquement les femmes NF1 et qui étaient en âge de procréer et qui étaient suivies dans le centre de référence dans le cadre de consultation. Donc ça a été notre population d'inclusion, parmi laquelle on a donc du coup distribué un questionnaire, et ce questionnaire a été répondu par 91 femmes. Donc vous voyez parmi ces femmes que 51 n'avaient pas d'enfants, mais 43 sans jamais avoir eu de grossesse, 17% ayant eu une fausse couche. Et enfin, nous avions 48 femmes qui étaient responsables de 96 grossesses avec 74 enfants. Donc, chez ces femmes avec grossesse, nous avons étudié le déroulement de leur grossesse et nous avons observé qu'elles avaient plus de fausses couches en comparaison avec les femmes non NF1, plus de fausses couches spontanées, donc 22% versus 12%, que les femmes non NF1, plus de risque de naissance prématurée, 43% versus 5% dans la population générale, plus de risque de prééclampsie, qui est une complication de la grossesse, et enfin surtout plus de césariennes, donc vous voyez 75% de césariennes, 17% chez les femmes non NF1, les césariennes pouvant avoir été liées notamment avec des neurofibromes internes, qui gênaient du coup l'accouchement classique. En conclusion, ces travaux uniquement basés sur le phénotype renforcent finalement des études immunohistochimiques et in vitro qui ont porté notamment un rôle des hormones et des hormones féminines dans le développement de neurofibromes cutanés. Nous avons montré qu'effectivement, on confirmait aussi qu'il y avait une augmentation du nombre de neurofibromes après la puberté et en postpartum chez les patientes, et que les grossesses des patientes NF1, ce qui est pratique pour nous aussi à savoir, sont des grossesses à haute surveillance. Enfin, les fonds n'ayant pas été tous utilisés par ces deux travaux, cela nous a permis de financer avec l'accord de l'association l'étude immunohistochimique sur les récepteurs hormonaux sur différents types de neurofibromes, et qui est en cours avec le docteur Nicolas Horton à Créteil. Merci beaucoup.